Bonjour à tous, bienvenue. Alors, nous avons une petite minute de retard, je vous prie de nous excuser. Donc, je suis Gaëlle Violet, responsable de projet prévention promotion de la santé à la Mutualité française Pays de la Loire. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce 14e webinaire consacré à la santé environnementale. Aujourd'hui, nous traiterons de la qualité de l'air, de la santé environnementale à travers le bâtiment sur les opérations de construction et de rénovation. Et l'enjeu sera de répondre à la question comment limiter la pollution via les opérations de construction et de rénovation. Donc, ce webinaire vous est proposé par la Mutualité française Pays de la Loire, qui est un organisme de l'économie sociale en faveur de la prévention et la promotion de la santé, et l'ARS Pays de la Loire dans le cadre du plan régional santé environnementale, donc le numéro 4. Pour répondre à cette question, donc c'est un grand chantier, j'ai le plaisir d'accueillir 5 invités. Donc, Anne Lafourcade de Cefli, Maxime Degnaud d'Ecobat. Donc, Anne Lafourcade et Maxime Degnaud, comment dire, démarrons l'intervention sur justement les grandes recommandations, les points de vigilance à avoir sur des opérations de construction et de rénovation. On prendra ensuite 5 minutes de questions-réponses. Puis Sophie Seigneurien, architecte à Angers, témoignera justement d'une opération dans ce sens-là. Et ensuite, je passerai la parole à Louis Charpentier et Antoine Burgos de Novabult, qui présenteront leur mission santé portée par Novabult. Avant de passer la parole à nos intervenants, je vais vous lancer un petit sondage parce que on travaille d'habitude plutôt avec des professionnels de santé de la petite enfance sur des recommandations à destination des parents et des futurs parents. Et là, le champ est un peu plus large. Donc, pour mieux vous connaître, je vous lance un petit sondage en même temps que je vais vous donner les recommandations et le déroulé plus précis du webinaire pour savoir qui y a autour de la table. Hop, je lance. Normalement, vous devriez pouvoir y répondre. C'est possible que vous ayez besoin de scroller pour trouver votre, comment dire, votre profession, votre mission principale en tout cas. Donc, je laisse afficher quelques instants. Donc, on est ensemble pour 1 heure et quart. Donc, comme j'ai indiqué, on prendra des questions entre les deux types d'intervention. Donc, je vous invite à formuler vos questions plutôt dans questions-réponses, donc qui est symbolisé par Q et R. Le chat, vous pouvez l'utiliser, mais plutôt pour oui, converser entre vous. Voilà, et puis on aura une quinzaine de minutes aussi d'échange à la fin de l'intervention de tous nos intervenants. Alors, vous étiez 119 inscrits, vous êtes 45 personnes connectées. Alors, je regarde, est-ce que vous voyez les choses s'afficher, le petit sondage, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas énorme à avoir répondu. Alors, je laisse encore quelques minutes. Alors, vous êtes des directeurs de RP pour 13%, responsables de services techniques, professionnels de PMI, membres d'associations, acteurs de prévention, animation territoriale, profil assez varié. Eh bien, écoutez, je vais mettre fin au sondage.
Anne, est-ce que vous êtes prête à démarrer? Je mets fin au sondage et je vous le partage quand même. Euh, hop, voilà. Est-ce que vous le voyez apparaître? Nous, on voit la liste, Gaëlle, Ouais, c'est ça. Ok. mais on voit pas le. Moi, je vois pas la réponse. Enfin, je sais Ah, vous pas. voyez pas en bleu les réponses? Ok. Moi, non, je sais pas si les autres intervenants le voient, mais. Vous La réponse. voyez pas les réponses. Alors, je vous dis, majoritairement, nous avons des directeurs, directrices de RP, puis des professionnels de la PMI, des membres d'associations. Alors, c'est très vaste, hein, j'en conviens. euh, et des professionnels de la santé ainsi que des professionnels de l'animation territoriale. Voilà. Hop. Mhm. Eh bien, Anne, si vous êtes prête, Je partage. ça marche et ça Est-ce que fonctionne. ça fonctionne? Je vais passer un diaporama pour que ce soit plus esthétique, en espérant que ça fonctionne. Est-ce que c'est bon? Oui, Ok. Première partie, je vais passer 10 minutes à reposer le pourquoi, pourquoi on est ici pour parler de santé et environnement aujourd'hui, hein, et ensuite on passera à l'intervenant suivant, hein, c'est bien ça, Gaël. oui, Donc, c'est ça. c'est parti. Donc on va parler effectivement bâtir et rénover sans polluer l'air intérieur. Donc rapidement, hein, donc moi je dirige une agence qui s'appelle Safely et qui est spécialisée dans la transition en santé et environnement des collectivités. C'est une entreprise de l'ESS. Voilà, on n'accompagne que les professionnels. On est essentiellement financé par des fonds publics et de l'ARS ou des collectivités en direct. Voilà, ça donne beaucoup d'ARS là, ça c'est quelques-uns des personnes avec qui on travaille actuellement. La base de tout ce va vous dire aujourd'hui est basée sur de la littérature scientifique, sur les avis des agences nationales sur la pollution chimique, Santé publique France, l'ANSES, et les réglementations en vigueur, avec essentiellement la réglementation REACH. Notre travail, c'est d'élaborer des recommandations pratico-pratiques sur le terrain pour appliquer correctement concrètement ces données scientifiques et en prenant soin que les recommandations qu'on formule ne sont pas hors sol et sont applicables dans les établissements accueillant des jeunes enfants, puisque nous, c'est notre spécialité. Donc sur le sujet du bâti et de la réno, on a écrit un guide, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'on peut dire en introduction, c'est que à la fois il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de phases hein, dans les chantiers, que ce soit, enfin voilà, on y reviendra juste après. Donc ça fait beaucoup de monde à solliciter, à impliquer. Ça sera la première chose que je vais vous dire. Et puis, quand on vient à rajouter à ça la multiplicité des thématiques de santé environnementale et de pollution, là aussi, ça fait du monde. Donc, on a beaucoup d'entrées, beaucoup de gens, beaucoup de phases et beaucoup de pollution. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à coordonner pour réussir à agir concrètement sur le sujet de la pollution de l'air intérieur. Donc, les sources. Je vais y revenir passer rapidement. Ça, c'est les sources générales, hein. Il y a des sources qui sont liées à la qualité de l'air extérieur qui vient s'inviter à l'intérieur. Il y a des sources qui sont liées à tout un tas de choses qu'on achète. Donc pour la vie quotidienne des établissements, donc ça va être les produits hein, qui sont achetés dans l'établissement petite enfance, mais ça va être aussi effectivement les matériaux, ce qui va nous occuper un peu aujourd'hui, et puis et aussi tout ce qui est ameublement qui est aussi concerné. Donc ça donne quoi quand on regarde un établissement qu'on doit bâtir ou rénover? Les sources, elles sont celles-ci, hein. Il y a des sources qui viennent de l'extérieur, hein, comme les routes, les pollens, c'est une source de pollution. Il y a les sources qui viennent des sols pollués et des sources naturelles comme le radon, qui est un polluant évidemment aussi. Il y a d'autres sources extérieures comme les particules issues des sols synthétiques ou les émanations des sols synthétiques. Et, autre source naturelle embêtante, les pics d'ozone, hein, qui est aussi une pollution chimique. Et puis quand on regarde l'intérieur des bâtiments, il va y avoir effectivement les choses qu'on applique sur la dernière enveloppe, qui vont être les sols avec les phtalates, les murs avec les COV,
tous les ameublements, notamment les ameublements en mousse, avec du coup la problématique des phtalates et des retardateurs de flamme. Et puis vous voyez que sur le petit dessin, on vous a bien dessiné une ventilation parce qu'on va voir qu'elle est au centre aussi de cette pollution ou de cette non, ou de cette limitation de pollution. Et juste petit focus sur les autres polluants phares qui viennent, eux, vraiment de l'extérieur. Ça va être la proximité des stations-service ou des routes avec le benzène. Le perchloroéthylène, on n'en voit plus trop, hein, ça c'était la source pressing. Les particules fines avec les usines, l'agriculture pour les pesticides. Et de manière un peu connexe, puisque ce n'est pas une pollution chimique à proprement parler, c'est la question des ondes, mais qui est aussi une question de santé environnement. Donc juste pour vous dire, la problématique, c'est que effectivement, on a inventé beaucoup de molécules hein, depuis l'avènement de la chimie sur cette planète, des millions de nouvelles combinaisons, et on a un recul très faible sur l'ensemble de ces produits qui néanmoins sont omniprésents dans notre vie. Hein. Voilà, c'est l'échelle que je vous ai mise, c'est environ 500 molécules bien expertisées. Ce qui crée de l'inquiétude à tous les rayons du supermarché hein, et relayé par des organismes comme 60 millions. Donc, juste rapidement, d'où elle vient cette inquiétude? La première source, c'est que les épidémiologistes se rendent compte que les maladies changent, qu'elles touchent tout le monde, qu'on peut parler de maladies de l'environnement occidentalisé, hein, d'épidémies de maladies non communicables pourtant. Donc là, je vous ai mis une longue litanie de maladies sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais vous les connaissez, ce sont les maladies de notre temps. Hein. On peut citer les cancers hormonodépendants, le diabète, l'obésité, qui tout ou partie trouvent leur source dans des imprégnations de polluants hein, qui ont leur rôle à jouer dans l'apparition ou la multiplication de ces maladies. Alors, les maladies changent. L'autre constat qu'on peut faire, c'est que les substances, je vous ai dit, on en achetait plein, il y en avait plein dans les supermarchés, plein dans nos établissements, mais elles sont aussi, hélas, dans nos corps, puisque quand on mesure l'urine, le sang et les cheveux, comme on l'a fait dans cette étude de nombreux enfants et adultes en France, on se rend compte que les échantillons représentent tous de nombreux polluants que les polluants qui sont recherchés sont trouvés chez l'ensemble des Français et que les enfants sont plus imprégnés que les adultes. Donc, deuxième constat, on est imprégné. Alors, la question fondamentale, c'est est-ce que cette imprégnation nous rend malade? Il y a des choses qu'on sait, hein, dans votre métier, pour ceux qui sont du bâtiment, l'amiante a été un cas d'école, un sinistre un cas d'école, mais un cas d'école de la connaissance de la pollution et de son impact. On connaît bien le tabac, on connaît bien aussi maintenant les effets des allergènes, quoique ça continue à progresser. Et puis ce qu'on connaît moins bien, c'est l'effet des perturbateurs endocriniens dont on parle depuis moins longtemps. Donc, je vais juste m'arrêter dessus juste après, juste vous montrer quelques études, hein, comment on sait tout ça et comment on connaît par quoi on est inquiet. On a des données nationales sur ce qu'on trouve dans les poussières de l'air des écoles. On peut faire le lien avec l'augmentation significative de l'asthme dans les classes de France. Hein. Donc, il y a vraiment un lien maladique et imprégnation qui sont très faciles à réaliser. Des choses donc pour la perturbation endocrinienne qui sont moins évidentes, mais on a quand même des études qui viennent. Là, par exemple, cette étude qui explique que la composition des produits de nettoyage peut induire une obésité chez les enfants qui sont soumis à ces poussières domestiques. Donc, quand ils sont couchés à même le sol et qui vont facilement faire avaler en main-bouche des poussières, on peut imaginer que ces poussières portent des résidus de produits de nettoyage et ça va avoir un impact sur la santé des bébés, mais aussi sur leur santé à l'âge adulte. C'est un peu ça l'effet des perturbateurs endocriniens. Ce sont des effets différés. Euh, Ça, j'y passerai après. Je vais juste vous montrer une diapo sur les perturbateurs endocriniens. Donc, je passe rapidement, mais en fait, ce sont des toutes petites molécules qui vont venir se mettre en lieu et place de nos récepteurs hormonaux et perturber tout le système hormonal des enfants. Donc, ça veut dire tout leur comportement, ça veut dire leur croissance. Ça marche aussi sur les adultes, hein, ça peut être sur le sommeil et ça peut aussi générer des maladies plus graves comme des cancers hormonodépendants. Et ces molécules, on les connaît mal, elles sont toutes petites, elles sont très nombreuses. Ce qui fait que c'est une vraie menace fantôme sur notre santé, puisqu'ils ont, comme je le disais, souvent des effets différés.
Donc, ce qu'on peut dire sur les perturbateurs endocriniens, d'ailleurs, je fais un exercice très rapide, c'est une révolution toxicologique, hein, c'est compliqué à lister, c'est compliqué à diagnostiquer. On est encore au stade de la bataille réglementaire sur ce sujet-là, mais vous en entendez parler dans les métiers du bâti. C'est pour ça qu'il faut il y a des lois qui arrivent. Donc, c'est pour ça c'est le bon moment pour s'y intéresser. Dernière chose, je vous l'ai déjà dit, les enfants sont plus imprégnés que les adultes de par notamment leur comportement de porter tout à la bouche et d'être plus près du sol. Donc, ils ont une incorporation des contaminants beaucoup plus forte, d'où l'intérêt de s'intéresser aux crèches et aux écoles. Dernier constat, on peut se dire à ce stade de ma présentation, mais on est mal protégé. Il y a des réglementations, mais elles sont assez insuffisantes hein, encore pour le moment. Il y a de plus en plus de choses. Vous avez des outils pour choisir vos matériaux. Encore faut-il bien les connaître, bien comprendre ce que chacun de ces outils représente. Est-ce que notamment là, je vous ai mis les petits logos de la réglementation CLP que vous trouvez sur les fiches des matériaux ou des peintures que vous achetez. Ça va, il faut bien maîtriser cette réglementation. Elle est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Donc ça, c'était la première partie de ma présentation. Donc ça, c'était la mise en bouche, très rapide et fortement anxiogène. Mais je laisse la parole à Maxime pour pour les du solutions. positif. Voilà. Voilà. Enfin, poser le pourquoi, effectivement, comme tu le disais, pourquoi on s'intéresse à ce sujet. Et du coup, Maxime, vous allez pouvoir nous présenter des points d'intention pour limiter cette exposition. Je vais essayer d'amener le positif, effectivement. Merci donc à la Mutualité française de nous permettre de présenter un petit peu la démarche et puis l'expérience du réseau Ecobat sur la thématique de la qualité de l'air. Et puis, on va essayer de vous amener des solutions clés en main, sans aller trop loin dans la technique, mais pour mener à bien vos projets et intégrer quand même le domaine de la santé dans la conception et la réalisation de vos futurs projets de bâtiments. Et je serai donc épaulé aussi de Sophie Seignerin, qui est architecte et adhérente au réseau, qui vous présentera un petit peu un retour d'expérience sur un projet concret qu'on espère pourra vous inspirer. Juste pour rentrer rapidement sur ce qu'est Ecobat, c'est donc un réseau de professionnels de l'éco-construction solidaire qui s'appuie forcément sur les démarches du développement durable, notamment avec l'aspect local, où on fédère des professionnels d'un même territoire dans une démarche écologique en favorisant quand même la construction et la rénovation la plus écologique possible, notamment par l'utilisation de matériaux naturels, biosourcés, géosourcés, et également avec une forte utilité sociale, puisqu'on intègre également les publics éloignés de l'emploi pour les former, les intégrer au monde du bâtiment et de l'éco-construction. On est présent depuis 2010, donc on a quand même maintenant pas mal d'expérience et d'expertise sur ces sujets-là, avec un réseau qui poursuit son développement, notamment à l'échelle nationale, donc présent historiquement sur les Pays de la Loire et qui se diffuse maintenant sur des régions voisines. On intervient, nous, sur trois grandes actions. Forcément, l'animation, la structuration, le développement du réseau des professionnels de l'éco-construction solidaire qu'on réunit très régulièrement pour qu'ils travaillent ensemble et développent des chantiers communs. Et puis, on vient aussi accompagner la montée en compétences du secteur du bâtiment par le biais de la formation, beaucoup à destination des entreprises et de plus en plus à destination des maîtrises d'ouvrage, et également par l'accompagnement sur des projets innovants. Et on peut aussi intervenir pour les collectivités locales dans le cadre de diagnostics conseils en lien avec le développement de l'éco-construction solidaire. Donc voilà, présent sur différentes régions de France et d'autres régions qui commencent à s'amorcer petit à petit avec à ce jour voilà, un peu plus d'adhérents. Donc on a franchi la barre des 500 adhérents maintenant à l'échelle nationale. Donc un réseau en capacité aussi d'intervenir avec une expertise multiple et sur beaucoup de territoires. Et donc le cœur de nos adhérents, ce sont tous les professionnels de la chaîne de valeur du bâtiment, surtout les métiers de la réalisation, les métiers de la conception, et que tous ces gens, on va les réunir localement avec l'enjeu de pouvoir faire aboutir des chantiers collectifs et des chantiers les plus vertueux possibles, avec des chantiers qui forcément, on va essayer de pousser le maximum les curseurs de la dimension écologique, donc d'aller chercher la performance environnementale, le choix des bons matériaux, intégrer forcément le volet de la qualité de l'air, les énergies renouvelables, une dimension sociale de rendre accessibles les travaux d'éco-construction et également de pouvoir intégrer des publics éloignés de l'emploi, que ce soit fait dans une démarche la plus collective possible, avec le maximum de mutualisation, et puis forcément que tout ça serve un petit peu de vitrine qui puisse être montré
à d'autres maîtrises d'ouvrage pour leur donner envie de faire la même chose. Donc voilà, nous, cette expertise de la qualité de l'air, bah, elle naît tout simplement de ces résultats de chantier menés par nos adhérents et puis qui nous ont amené aussi beaucoup sur les thématiques de sensibilisation au départ du grand public, de plus en plus des collectivités et des professionnels. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à travailler sur les territoires en se disant que il faut que tout le monde soit un peu convaincu et formé à ces différents sujets. Donc, il y a tout un tas d'actions possibles. La sensibilisation, on en est dans ce cadre-là aujourd'hui. Mais ça peut aller sur des actions de formation avec des experts du réseau et d'ailleurs. Et puis après, on peut intervenir sur des missions ponctuelles, notamment auprès de beaucoup de communautés de communes, départements ou régions. Pour en arriver à la qualité de l'air, bah, nous, on est parti du constat déjà qu'il y a très peu de personnes en fait, qui maîtrisaient le sujet. Donc c'était souvent de rappeler bah, qu'on passe quand même beaucoup de temps à l'intérieur d'un bâtiment, des bureaux, de nos maisons, et puis que bien souvent, bah, c'est quand même un air qui est très pollué, donc de pouvoir alerter les différents porteurs de projets sur ce sujet. Et donc d'arriver sur des schémas bah, très pédagogiques pour montrer bah, ce qui se passe mal. Alors, on a tous connaissance parfois dans des maisons un peu anciennes ou des bâtiments de points de condensation, d'humidité, voire de moisissure. Bah, ça, c'est de la pollution qui est complètement visuelle et dont il faut se méfier. Et à contrario, bah, de se dire que il y a quand même une grosse partie des polluants qui va venir de l'extérieur. Donc il y a un enjeu à un peu s'encapsuler à l'intérieur du bâtiment avec des bons matériaux, une bonne étanchéité à l'air pour limiter déjà l'apport des polluants extérieurs, que le bâtiment puisse être le mieux ventilé possible pour évacuer tout ce qui peut être à l'intérieur et que forcément le choix des matériaux en contact direct avec les usagers bah, devra être pris avec attention, notamment sur tout ce qui est peinture, revêtement, mobilier. Et ça répond complètement aux enjeux de l'éco-construction qui visent quand même à dire qu'on fait des bâtiments qui ont un faible impact sur l'environnement et sur la santé des usagers et de ceux qui les construisent. Donc vraiment une attention toute particulière, notamment sur le choix des matériaux et leur bonne mise en œuvre. Moi, j'associe aussi très souvent les notions de confort parce que c'est pas le tout d'avoir un bâtiment dans lequel on va être en pleine santé, mais si on se retrouve à 35 degrés l'été ou à 12 degrés l'hiver, ça va peut-être poser des problèmes. Donc, de bien intégrer aussi le confort d'été, bah, notamment d'éviter d'avoir trop chaud dans des bâtiments. Et ça, malheureusement, avec le climat, bah, on se rend compte que, on a des périodes de plus en plus longues, donc il faut quand même s'en protéger par la conception et la bonne mise en œuvre. Se protéger forcément du froid, donc là plutôt par la thématique d'isolation, d'étanchéité à l'air, mais aussi, et là ça reste une question de santé quand même, mais se protéger beaucoup du bruit et que c'est souvent aussi un parent pauvre. On pense très souvent à s'isoler du froid, mais on pense assez peu des fois à s'isoler du bruit, alors que ça peut quand même avoir des conséquences, et notamment sur la petite enfance où il y a déjà beaucoup de bruit qui peut venir de l'intérieur, bah, c'est aussi de se protéger des bruits qui peuvent venir de l'extérieur. Donc voilà, de toujours indiquer, quand on va sur un bâtiment, d'avoir la démarche la plus complète possible et pas se contenter d'être sur un seul curseur. Je passe très rapidement, mais sur les notions de confort, bah forcément, le choix des matériaux a un impact et la remise en œuvre aussi. Et voilà, donc ça, je passe assez vite là-dessus. C'est pas forcément la thématique, mais j'ai toujours envie de rappeler ces sujets importants. Donc pour nous, là, ce qu'on a envie de vous passer comme information sans rentrer dans des expertises trop techniques, bah, ça a été dit dans la première présentation, il y a tout un tas d'étapes qui sont toujours les mêmes sur un projet de bâtiment. Il y a tout un tas d'intervenants qui vont participer à un projet de bâtiment. Et ben, il y a tout un tas d'actions clés pour que ça se passe bien pour votre propre projet. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une petite méthode simple, bah, déjà de se renseigner de ce qui se fait de bien pas loin de chez vous, de ce qui a déjà été réalisé. Il y a beaucoup de littérature aussi, des retours d'expérience, donc de vraiment pas partir de zéro. Il y a déjà des choses qui existent, donc s'en inspirer. Et puis après, la phase importante, bah, c'est le diagnostic, puisque forcément, on part toujours, quand on est en rénovation, d'un bâtiment qui existe, mais quand on est en neuf, on part beaucoup des besoins. Donc il y a vraiment une grosse attention à porter sur les besoins, les attentes, les objectifs du projet, que ce soit très clairement posé et que ça puisse forcément se retranscrire dans un cahier des charges qui va servir à consulter les différents intervenants, les différents professionnels à toutes les étapes du projet. Et c'est aussi dans ce cahier des charges qu'il faut clairement afficher ses ambitions et du coup bah, de pouvoir, notamment sur la qualité de l'air, exiger que la qualité de l'air et peut-être d'autres curseurs soient vraiment au cœur des projets techniques qui vous seront proposés par les différents intervenants.
Et forcément, eh bien, il va falloir se faire épauler de ceux qui maîtrisent donc un cahier des charges précis, mais aussi en s'adressant avec des professionnels qui sont compétents, qui ont de l'expertise, qui ont été formés à ces thématiques et puis qui ont aussi potentiellement des références. Voilà, pareil, pour ne pas partir de zéro. Et vraiment, quand on a des curseurs et des objectifs clairs, bah, il faut s'adresser à des professionnels qui maîtrisent ces thématiques-là. Si déjà on réalise ces premières étapes, il y a des chances que ça se passe quand même plutôt bien pour la suite. Pour faire un petit focus sur le diagnostic, bah déjà vos besoins, ça c'est indispensable au tout démarrage d'un projet. Il faut que les besoins soient clairement définis, notamment en termes d'usage, de surface, mais aussi les réglementations. Donc c'est là où il va falloir un peu regarder qu'est-ce qui va s'appliquer en termes de réglementation à votre bâtiment. Et puis forcément, déjà des notions de budget et aussi de financement, en sachant qu'il y a quand même pas mal de sources financières, mais qui ont chacune leurs critères d'éligibilité, et donc il vaut mieux les intégrer avant, parce que après, sinon, on rentre plus dans les clous des différents dossiers de subvention. Donc il vaut mieux les connaître très en amont des projets. Forcément, un diagnostic environnemental de tout ce qui se passe autour du bâtiment, ça a été dit, hein, il y a quand même beaucoup de polluants qui arrivent de l'extérieur, donc bah, que tout ça puisse être pris en compte dès le départ, notamment sur la thématique de la pollution du terrain ou de l'air environnant. Et puis quand on va aller sur une recherche aussi de performance énergétique et de confort, bah, il y a aussi à regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'ensoleillement, d'énergie, de pourquoi pas les matériaux qu'on va pouvoir utiliser, la biodiversité présente ou à réimpacter, en sachant qu'elle aussi va avoir un impact forcément sur la santé des usagers futurs. Et puis après, quand on zoome sur le bâtiment, notamment quand il est déjà existant, bah forcément faire le diagnostic à 360 degrés de tous les aspects techniques et architecturaux. Et puis bah aussi sur la qualité de l'air, de partir d'un point de départ, donc il y ait des mesures qui soient effectuées et puis qu'il puisse y avoir les actions correctives de préconiser. La thématique réemploi, bah, on peut l'ajouter aussi. Peut-être qu'il y a aussi un intérêt à réutiliser des choses qui existent et qui ont en plus l'avantage d'un point de vue qualité de l'air, c'est qu'ils ont déjà peut-être émis leurs polluants pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est peut-être parfois mieux que d'en mettre des nouveaux. Attention quand même aux réglementations sur la thématique, puisqu'il y a quand même des normes qui s'appliquent et que forcément les matériaux de réemploi bah, ne sont pas normés. Donc ça peut des fois être en contradiction avec les règles en lien avec la qualité de l'air. Sur la rénovation, là, il y a un focus quand même très spécifique à faire. Le neuf, c'est assez facile. On part d'un terrain vierge et d'une feuille blanche. On a des réglementations très poussées qui sont applicables aujourd'hui. Sur la rénovation, c'est un petit peu différent. On part quand même d'un bâtiment qui existe déjà et qui, en fonction de comment il a été construit, quand il a été construit, comment il a déjà été rénové dans son passé, bah, il va pas avoir les mêmes caractéristiques. Donc, il y a vraiment un enjeu très important à faire un très bon diagnostic avec des experts du sujet en sachant que dès qu'on va être sur des bâtis très anciens, là, il va falloir faire attention à ne pas préconiser des solutions qui viendraient perturber le fonctionnement qu'on appelle hygrothermique des murs anciens et qui peuvent même provoquer des risques structurels vis-à-vis du bâtiment, des risques aussi d'humidité, de moisissure et donc d'impact fort sur la qualité de l'air. Et puis les bâtiments qui ont déjà été isolés, là c'est pareil, il faut y faire attention puisque il va falloir s'assurer que ce qu'on va rajouter par-dessus ne va pas perturber le fonctionnement du bâtiment. Donc il y a vraiment une attention très particulière à avoir, notamment en rénovation. Sur le cahier des charges, bah, il faut en fait être très clair. Nous, on se rend compte sur beaucoup de projets, quand une ambition d'un maître d'ouvrage elle n'est pas posée clairement et qu'elle change en cours de route, bah, ça pose forcément des problèmes auprès des différents intervenants, que ce soit les assistants à maîtrise d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études. Donc il faut qu'ils soient posés très clairement et assumés dans le sens, bah, on va y mettre les moyens. Et donc l'idée, bah, c'est de se dire, on fait un bâtiment, il faut qu'on arrive à pousser différents curseurs. Après, on choisit lesquels, mais forcément de faire en sorte de ne pas se contenter d'un seul sujet, de dire je veux juste un bâtiment qui soit respectueux de la qualité de l'air, ou je veux juste un bâtiment dans lequel on va pas consommer trop d'énergie, mais c'est de se dire on veut un bâtiment qui couvre un maximum de curseurs différents, qu'on va pouvoir ensuite choisir. Voilà, c'est intéressant quand on est en démarrage de projet et prioriser. Et de se dire, bon, bah voilà, il y a des curseurs, je vais les pousser à 5 ceux-là, je vais mettre les moyens pour qu'à la fin, je les obtienne. Et puis, je vais peut-être avoir des curseurs peut-être un peu plus optionnels. Et puis, pour des raisons de budget ou de choix, bah, peut-être qu'on acceptera de moins les mettre en avant. Et ça, que ce soit posé très clairement au départ. Donc ça,
en fonction du statut que vous avez, peut-être même en tant qu'usager du bâtiment, parfois c'est les collectivités qui portent la rénovation ou la construction de vos équipements, bah, d'insister pour que la maîtrise d'ouvrage travaille ce sujet-là et elle vous intègre aussi dans la démarche quand vous êtes usager ou directeur de structure, bah, que vous puissiez avoir un peu la parole quand même pour dire il faut que les curseurs, certains curseurs, ils soient pris en compte. Voilà, donc moi, Maxime, oui, pardon. juste, je ne sais pas si tout le monde est familier de notion de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Ah Juste, oui. tu peux définir, s'il te Donc plaît? oui, oui, pardon. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est le client final du projet, hein. C'est celui surtout qui porte les financements, on va dire, et qui pose bah, enfin, ses ambitions de son projet. La maîtrise d'œuvre, c'est quelqu'un qui va être missionné pour piloter plutôt la phase conception et chantier. En fait, c'est de convertir l'envie du maître d'ouvrage en un chantier concret, en la livraison. On trouve aussi les assistants à maîtrise d'ouvrage, donc eux qui peuvent vraiment épauler le client dans ses choix techniques et dans les discussions avec les différents experts qui vont intervenir au fur et à mesure du projet. Donc, maîtrise d'ouvrage, c'est bien le client. Maîtrise d'œuvre, c'est un prestataire qu'on paye pour mener à bien le projet dans son ensemble. Et donc, voilà, bah, on va y revenir là-dessus. Sur le choix des acteurs du projet, il existe maintenant de plus en plus de ressources qui vont déjà vous permettre de pouvoir avoir des idées, des exemples de clauses qui peuvent être intégrées dans vos différents cahiers des charges, dans vos règlements de consultation. Notamment un travail qui a été fait au niveau de Reseco sur la commande publique au sens voilà, de faire des bâtiments un peu plus intégrant le côté développement durable, la clause verte également, et puis également l'achat public responsable en Nouvelle-Aquitaine. Donc les liens sont accessibles, vous pourrez aller les visiter. Et en fait, c'est assez intéressant puisque c'est à chaque étape clé d'un projet. Vous avez des exemples types que vous pouvez adapter à vos propres cahiers des charges et que bah, si vous n'avez pas la compétence technique en interne, en tant que collectivité, en tant que directeur, directrice d'une crèche ou autre, bah, là, il faut clairement se faire accompagner par des spécialistes, donc plutôt assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vont pouvoir vous épauler. En fait, vous pouvez les missionner à différents niveaux, de dire, bah, voilà, m'aider à écrire mon cahier des charges, m'aider à choisir les futurs intervenants, m'aider à suivre que ce que j'ai demandé soit clairement réalisé. Voilà, donc pas hésiter vraiment à se faire épauler. Ça a un coût, c'est vrai, mais c'est souvent des coûts qui sont moins chers que quand on oublie des choses et qu'après on se dit mince, bah ça marche pas comme on veut, ou qu'ils doivent refaire des travaux après coup. Bah ça souvent ça coûte bien plus cher qu'un petit peu d'ingénierie qui a été financé au départ du projet. Les connaissances et les compétences des acteurs, eh ben là, il faut vraiment travailler sur des gens qui vont pouvoir avoir des références en lien avec vos besoins et puis s'appuyer aussi sur le volet local parce qu'on se rend compte aussi hein, quand il y a un architecte, des bureaux d'études qui sont quand même plus proches de leur projet, qui connaissent aussi l'environnement des entreprises locales, ça se passe quand même parfois un peu mieux que quand c'est des architectes qui viennent de très loin n'ont pas la connaissance du tissu après d'entreprises locales, il y a des fois plus de problèmes de transmission entre tout ça. Et attention quand même au choix du bureau de contrôle, qui est un acteur important intégré dans le projet, qui peut en plus servir à lever des freins des fois. Donc quand on le demande d'être assez tôt dans le projet, d'être en facilitateur, c'est mieux que juste quand il doit vérifier et parfois refuser certains sujets, donc qui refont retravailler le projet. Donc vraiment aussi s'appuyer sur des bureaux de contrôle qui ont cette Hmm. expérience autour de la qualité de l'air, de la performance, de la petite enfance. Ok, Maxime, est-ce Oui, que va falloir passer la ouais, parole pour la suite? j'en ai fini là puisque l'idée c'était pas d'aller beaucoup plus loin, c'était vraiment de vous dire en amont de votre projet qu'est-ce que vous avez à faire. Forcément pendant le chantier, bah, il y aura des actions à mener, notamment de contrôle. Et puis peut-être d'impliquer les intervenants du chantier à comment ils peuvent faire attention à leur propre santé. Et puis peut-être vous-même servir d'exemple à de futures maîtrises d'ouvrage. Donc pourquoi pas ouvrir les portes de votre chantier. Et puis là, faire attention une fois que tout est livré, mais ça je laisserai après Anne revenir dessus. Parce qu'une fois que le bâtiment, même s'il est tout beau, tout neuf, avec les beaux matériaux, les beaux produits, il y a toute sa vie en œuvre qui va impacter. Donc faire attention à tout ce Hmm, qui va être installé après dans le bâtiment. Voilà. hmm.
Et j'en arrête là-dessus. Et une transition parfaite pour redonner la parole à Anne, justement, sur une fois que le bâtiment est construit, rénové, comment dans les phases aménagement, on poursuit cette exigence sur la qualité de l'air intérieur. Je partage. Et Est-ce puis que c'est après, on bon? prendra quelques questions. Oui, Oui. Donc oui, je vais passer rapidement, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de vous présenter un outil qui reprend des éléments qui viennent de vous être présentés, mais qui est dédié à la petite enfance avec ses spécificités, hein. Donc c'est un guide qu'on a élaboré en Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la ARS Nouvelle-Aquitaine, nos recommandations ne sont jamais hors sol puisqu'on réalise des audits pour les formuler. C'est validé par un collège d'acteurs spécialisés dans le domaine de la construction et de la santé publique. Quelques images, hein, voilà, quand vous construisez une crèche, voilà, l'implantation au milieu d'un champ de coquelicots ou au 360 au milieu des vignes, ça pose la question de la cohabitation avec les riverains et les activités connexes, hein, donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Pourquoi c'est spécifique? Évidemment, la ventilation, mais ça, on y revient à chaque fois, hein, mais elle est évidemment essentielle, hein. Là, vous voyez que vous avez à gauche, une gigantesque double flux, alors qu'à droite, vous avez une crèche de quartier, en quartier prioritaire, au rez-de-chaussée, avec le maximum d'aération que vous pouvez, enfin, que vous voyez à droite. Là, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes expositions dans ces cas-là et que les choix architecturaux, pour le coup, ont un impact. Sur la petite enfance, il faut vraiment souligner le rôle du dehors, remettre les enfants dehors et tout faire pour que les aménagements extérieurs leur permettent d'être dehors et de bénéficier du coup à la fois d'une meilleure qualité de l'air intérieur, mais aussi d'effets positifs globaux sur leur santé. Donc ça pose la question de l'aménagement, du choix des sols, hein. Voilà, là on a une crèche où on a choisi du bois brut et là on a choisi le tout sol coulé avec l'effet sur le petit pied de cet enfant qui a couru un quart d'heure sur ce sol. On voit bien que, vu la fragilité et la perméabilité des pieds, de la peau des enfants, l'ensemble des substances qui sont présentes dans ces caoutchoucs recyclés, ben, ils vont pouvoir entrer dans le corps de l'enfant. Donc, il y a des imprégnations spécifiques en petite enfance et un rôle très bénéfique aussi du retourner dehors. Il y a la question du nombre aussi des installations, combien de choses on achète ou pas, ce qu'on achète ou pas, est-ce qu'on a vraiment besoin comme à gauche, d'un nombre aussi important de tapis souples qui induisent forcément la présence probablement de PVC, de phtalates et de retardateurs de flamme, qui sont des substances qui sont potentiellement dans la liste des perturbateurs endocriniens connus. Voilà, même type de photo, hein, plein de choix d'installation que vous pouvez faire ou pas. Et puis, il y a aussi le choix effectivement des prestataires. Là, notamment petit focus sur le nettoyage de fin de chantier, qui peut être complètement polluant aussi. Et ça veut dire qu'il faut, dans le suivi d'exécution de vos chantiers, aller jusque là. Donc ça, c'était quelques photos illustratives. Maintenant, je vais vous donner envie de lire le guide en quelques diapos, parce que là, on peut pas traiter de tous les sujets, mais donc notre guide, il est axé sur deux entrées. Une entrée métier, parce qu'effectivement, on l'a dit, tout ce qu'on essaye de vous raconter aujourd'hui, ça marche pas si on n'implique pas tout le monde. Et donc, il faut vraiment que chacun des acteurs qui sont cités sur cette diapo s'implique à leur stade, hein, donc que ce soit de l'élu ou si on est sur des crèches collectives, le coordinateur petite enfance, des directeurs de structure, les programmistes, les architectes, les directeurs de services techniques qui vont gérer les ventilations, leur entretien par la suite. Et évidemment, les artisans, s'ils sont pas sensibilisés, ils peuvent aussi ne pas apporter les bons matériaux. En tout cas, il faut contrôler les matériaux qui soient conformes au DCE. Et ça veut dire faire un bon suivi d'exécution. Voilà. Et puis, ça peut être aussi les parents qui peuvent être impliqués, les PMI qui sont des acteurs essentiels dans l'élaboration de ces structures ou dans leur rénovation. Les acheteurs publics, évidemment, il y a un volet achat public qui est gigantesque, hein, dans le choix des bons ou mauvais matériaux, du bon choix de la maîtrise d'œuvre aussi, hein, puisqu'elle se fait aussi sous cahier des charges et sous marché public. Donc voilà, ça ressemble à quoi? Donc par exemple, ça c'est la fiche programmiste. Donc chacune des fiches, vous allez trouver la façon dont vous pouvez agir.
dans vos métiers pour améliorer la santé des enfants avec à chaque fois un renvoi vers des fiches techniques que je vais expliquer tout à l'heure, hein. Je vous donne un exemple, hein. Par exemple, c'est préconiser des matériaux les moins émissifs possibles et les intégrer dans les CCTP, hein, c'est la base, mais voilà, il faut le faire dès ce stade du programme. Donc voilà, vous allez retrouver les mêmes fiches pour chacun des métiers. Là, c'est la fiche pour les architectes. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, j'espère juste que vous aurez envie d'aller le découvrir. Donc, dans les fiches pratiques, justement, donc ça, c'est la deuxième entrée du guide. Vous trouvez des sujets qui ont été évoqués déjà au préalable par Maxime, mais qui sont expliqués différemment avec un déroulé. Donc, effectivement, la base, c'est l'implantation du bâtiment, les vents dominants, l'historique des sols, les cohabitations extérieures, avec notamment les cohabitations agricoles qu'il faut traiter. Avec notamment des chartes bonne collaboration avec eux, avec des questions de solutions aussi sur les horaires, sur les haies. Donc le volet matériaux qui est très important, plutôt les matériaux de dernière enveloppe, c'est ceux qui vont le plus impacter la qualité de l'air intérieur, hein, donc beaucoup les sols et les peintures collent. Le volet ventilation qui est déterminant, hein, la qualité de la ventilation, la façon dont elle est installée, voilà, sa propreté, la propreté en fin de chantier, pas de résidus de poussière notamment. Quand on rénove, il y a des spécificités, hein, notamment sur les diagnostics, sur tout un tas effectivement, l'historique du bâtiment, mais ça, on en a déjà parlé avec Maxime. Moi, en petite enfance, je suis vraiment très intéressée par tout ce qui se passe dehors. C'est aménager les espaces extérieurs pour pouvoir remettre les enfants dehors. Mais ça veut dire aussi bien gérer les pics de pollution par rapport à l'azote, donc à l'ozone, de sortir au bon moment, de pourvoir d'avoir des zones ombragées pour pouvoir gérer aussi les impacts sur la santé du réchauffement climatique, puisque c'est aussi une thématique de santé environnement, hein. Il faut adapter les locaux pour pouvoir être dehors le plus souvent possible. Le choix des meubles et d'accessoires, là, hélas, la réglementation est pas très favorable, donc c'est plutôt des consignes de sobriété qu'on va appliquer pour acheter moins de produits complexes. Quand on déménage, il y a des enjeux aussi et qu'on réaménage, c'est-à-dire comment il y a des enjeux de timing qu'il faut vraiment prendre en compte au niveau de la maîtrise d'œuvre, hein. C'est-à-dire que quand on vient d'appliquer une peinture, c'est une catastrophe de laisser entrer les enfants une semaine après, donc ça serait ou 2 jours après. L'idéal, ça serait un mois. La plupart des chantiers, on n'arrive pas à tenir ça, mais c'est une recommandation du décret de la qualité de l'air intérieur, hein, au niveau national. Profiter du déménagement pour faire le tri, pour avoir moins de produits pour nettoyer, moins de produits pour faire le loisir créatif, enlever les choses qu'on garde au cas où et qui viennent polluer aussi l'air intérieur. Il y a vraiment aussi cette logique de sobriété au réaménagement quand par exemple, une crèche va déménager et se retrouver dans de nouveaux locaux. Bien insister sur les protocoles de nettoyage aussi à ce moment-là. Et donc, je vous disais, le volet commande publique, vous allez trouver une fiche sur 3 thèmes de commande publique. Ça, c'est très important. Ce qu'on peut faire au niveau du choix de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est par exemple aller voir des chantiers des architectes qui seraient susceptibles que vous avez vu en sourcing, parce que, si, on va voir s'ils connaissent le sujet, s'ils se sont déjà vraiment posé la question de la qualité de l'air intérieur et par exemple de la mise en œuvre de ventilation très performante. Le marché de travaux, là, ça va être de vraiment mettre dans les CCTP déjà, vraiment d'être hyper précis pour pas laisser d'ambiguïté, pour être sûr des matériaux que vous souhaitez demander. Donc là, vous avez des infos sur les labels aussi, hein, dans ce guide. Et puis le dernier, c'est aussi le cas des concessions et de la délégation de services publics, où là aussi, vous pouvez affirmer vos choix dans un marché de concessions. Donc ça ressemble à ça. Vous avez à chaque fois des recommandations pour chaque fiche et tout un tas de liens vers des ressources supplémentaires que vous pouvez mettre en œuvre. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je passe rapidement parce que là j'avais prévu tout un tas mais peut-être que ça viendra dans les questions. Je reviendrai sur les différentes thématiques si vous voulez appuyer sur un sujet. Je finirai juste en vous disant 2 choses. Donc toutes les ressources dont je parle beaucoup de webinaires aussi ou de publications vidéo sont disponibles sur un site unique qui s'appelle recocrèche.fr. Vous allez trouver vraiment tout un tas de ressources et une boîte à outils. Je vous rappellerai que voilà, l'outil clé en ce moment, c'est quand même de bien connaître le nouveau décret de la qualité de l'air intérieur qui a été mis à jour récemment, avec l'ensemble des outils qui sont disponibles sur le site du CEREMA.
Et je ne spoile pas la suite de la présentation, mais il y a une démarche qui est très intéressante actuellement, qui est la démarche Écrin, qui a justement pour but de vous aider à faire tout ça dans un ordre précis, parce qu'on est bien conscient de la difficulté de ce qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui en moins d'une heure, et qui a besoin de mettre de l'ordre. Mais je pense que ça va être dit juste après moi. Et voilà pour cette partie. Merci, vous soignez mes transitions, merci beaucoup. Mais avant de passer la parole à Sophie, Antoine et Louise, euh, quelques questions là qui sont remontées. Alors, hop, donc une question pour Maxime. Est-ce que vous êtes uniquement focus sur les chantiers des collectivités territoriales ou ou est-ce que vous intervenez sur d'autres entreprises et chez les particuliers? Oui, on intervient sur tout type de projet. Puisqu'on a tout type de taille d'entreprise, on est même beaucoup plus sur le particulier depuis longtemps, puisque l'éco-construction, c'était surtout les particuliers qui en faisaient les premiers. Et on va de plus en plus sur les collectivités locales, un peu moins les bailleurs, mais on espère que ça vienne. Tout simplement parce que chacun commence à être sensibilisé, évolue, et on voit des projets de plus en plus gros sortir en éco-construction, donc avec des matériaux biosourcés, avec des attentes importantes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue qualité de l'air, d'un point de vue du confort. Hmm, hmm. Donc oui, Ben, tout type de projet, en neuf, ok. en rénovation. Voilà. Ok. Il y avait une question pour savoir si les recommandations que l'une et l'autre vous avez présentées peuvent être aussi indiquées pour les bailleurs sociaux. Oui. Oui, en fait, ça s'adresse quand même à tout type de public pour tout type de bâtiment. Maintenant, moi, je sais que c'est pas toujours facile avec les bailleurs sociaux sur différents sujets où il y a des vrais changements Ah, d'habitude à opérer aussi. Et voilà, c'est encore pas toujours facile d'amener un peu d'innovation et de surperformance, mais oui, ça peut se destiner à eux, au contraire. mm, mm. Ok. Euh, alors, comment contrôler les matériaux utilisés par les artisans? Question très pratique. Comment on fait? Au-delà, on a fait un super cahier des charges, mais comment on fait pour contrôler les matériaux utilisés? Les fiches de sécurité n'apparaissent pas sur les fiches de sécurité, pardon, n'apparaissent pas les additifs quand les 94% sont naturels. Euh, les... ah, je veux bien un coup de main sur la lecture si vous y avez Pardon? accès. Ouais. Euh, Euh, alors, attends, t'es dans c'est les la classes. question de Christine. Malferraigne, ok. Comment ça, les malades MSC sont allergiques à certains additifs? Ah oui, donc ça, c'est la problématique. Ça, c'est une problématique spécifique. Effectivement, alors, plusieurs façons de répondre. Comment contrôler les matériaux utilisés par les artisans? Dans un cahier des charges, c'est prévoir, si on est sur de l'achat public, on prévoit des exigences et il faut aller les contrôler sur site, hein. Donc, il faut faire des audits, il faut avoir des RH pour ça, mais il faut aller faire des prélèvements, il faut faire des photos des étiquettes et vérifier effectivement que ça correspond bien aux produits qui étaient indiqués dans les DCE, ce sur quoi les entreprises s'étaient engagées. Puis il faut sanctionner si c'est pas fait. Voilà, parce que sinon on pense qu'on reste sur un cercle pas très vertueux. Et donc l'autre partie de la question, c'était oui, alors effectivement, il y a des trous dans la raquette. La réglementation, elle ne nous donne pas l'ensemble des composants, donc c'est une vraie problématique pour les gens qui sont hypersensibles à certaines substances. Néanmoins, on peut faire le tri, effectivement. Il y avait on parlait de peinture végétale, mais enfin ça, c'est encore assez marginal, c'est difficile à sourcer. On peut au moins exiger des peintures avec une étiquette A++ plus un écolabel. C'est encore pas parfait, mais ça fait déjà un peu le tri. Et puis surtout respecter effectivement les délais d'éviction pour éviter pour se dire qu'une bonne partie des polluants est surventilée aussi, et soit partie au moment où les personnes arrivent, mais il y a des trous dans la raquette, la réglementation elle n'est pas parfaite, on n'a pas la composition exhaustive des produits et des matériaux, c'est vrai. Ok, je prends une dernière question avant de laisser la parole aux Sophie. Il y avait une... ah ben, je l'ai...
Oui. Donc Anne, tu présentais des sols en bois pour une crèche. Une personne fait remarquer qu'en fait, ces sols-là sont pas toujours autorisés par les PMI. Alors, je sais pas d'où vient la personne, parce que il y a des risques de glissade, d'échardes, voilà, les PMI peuvent des fois plutôt préconiser des sols souples que ça. Alors la vérité, c'est qu'il n'y a aucun sol parfait aujourd'hui à l'extérieur. On ne trouve pas de solution géniale. Donc on essaye des choses. Là, et qu'effectivement, la photo que je vous ai montrée, c'était une collaboration expérimentale avec une PMI qui a accepté d'ouvrir l'idée d'un sol en bois. Alors, je vous rends pas du rêve. Le bois, c'est un bois plutôt exotique parce qu'il est très dur et tout, qui va pas faire beaucoup d'écharpes, mais du coup, il vient de loin. Donc, Hmm. on est encore face à tous ces paradoxes, hein. C'est pas réglé. On n'a pas la réponse à tout. On essaye des choses. Ça peut être une toute petite terrasse en bois, pas trop grande, et puis beaucoup d'herbes. Ça peut être un peu de copeaux. Les copeaux, c'est pas parfait. Ça peut être un peu de sol dur, mais effectivement, les enfants peuvent tomber et parfois ils se font un peu plus mal que sur des sols souples. Donc voilà, on essaye des choses. On est tous encore à faire de notre mieux, en tout cas pour remettre les enfants dehors. Hmm. Ok, merci Anne. Et du coup, je vais passer la parole à Sophie Signorin, qui va illustrer justement une démarche, parce qu'il y avait dans les questions-réponses, il y avait des remarques sur le fait que bah, c'était pas forcément évident d'intégrer tous ces critères à la fois dans la phase cahier des charges et après dans les opérations de contrôle et que ça pouvait avoir un surcoût. Sophie, peut-être vous pouvez voilà, témoigner concrètement qu'est-ce qui a pu être mis en place, avec qui, comment et sur quoi ça aboutit. Alors, bonjour à tous. Architecte depuis 1989, ça fait 35 ans que je pratique dans ce métier et je fais du particulier, du public beaucoup, et ça, c'est un projet public. Et je travaille de pair avec Ecobat et ils ont été aussi à m'accompagner sur ce projet. C'était il y a 7 ans. Et en fait, moi, je suis membre d'Ecobat depuis plus de 10 ans, hein. Donc, j'ai commencé à en fait être formée par Madame Déhou, qui est donc une sommité en termes de qualité de l'air et qui, il y a 20 ans, était mon prof et m'a fait comprendre que un architecte, il ne s'occupait pas seulement des belles formes et des jolies couleurs, mais en plus, il travaillait avec les matières. Et les matières, forcément, elles sont polluantes, on l'a entendu. Donc, j'ai eu cette commande qui est une maison de santé, hein. J'ai fait une quinzaine de crèches dans ma carrière, donc je connais pas mal le milieu des crèches et Madame Diou aussi a écrit là-dessus. Et donc, j'ai dit, bah, tiens, comme je suis un peu formée, la maison de santé, la commande était sans programme, hein. Vous aviez un programme qui tenait sur une page. Et ce que dit Maxime, c'est très important. Il faut que la commande, elle soit vraiment avec des gens qui, s'ils ne sont pas sachants, ils soient accompagnés et qu'elle soit écrite, hein, écrite avec toutes ces contraintes, justement, pour éviter les écueils. Donc là, la commande, c'était une communauté de communes qui disait qu'elle voulait faire une maison de santé parce que nous avions un médecin qui était extrêmement actif et qui voulait regrouper l'ensemble des médecins sur le territoire plutôt rural. Hein, on est situé à 35 km d'Angers, donc là, tout le monde, tous les médecins étaient un peu disséminés. Donc ce regroupement était important. Donc ce n'est pas les médecins qui le portaient en termes financiers, c'est la communauté de communes. Et donc, en fait, les acteurs du projet, pour penser le projet, c'est la commune, donc le maître d'ouvrage qui est public et qui travaille avec l'argent public, notre argent. C'est des praticiens menés par une chef qui était médecin, qui est devenue une de mes amies, médecin généraliste, qui est devenue responsable de cette maison de santé et qui a essayé de regrouper et fédérer autour d'elle tout un tas d'acteurs qui étaient des podologues, des ostéos, enfin voilà. Donc, il y avait aussi une santé qui était aussi, on va dire, un petit peu alternative, hein. Donc, ça, c'est pareil, c'est un peu compliqué, mais on a réuni tous ces gens. Et aujourd'hui, je crois qu'ils réunissent un kinésithérapeute, je crois, plusieurs, et ils vont augmenter en fait la taille de cette maison de santé. Alors, c'est en fait un espèce de trio entre le maître d'ouvrage qui paye, les utilisateurs qui sont les médecins, qui ne sont pas nécessairement formés pour construire un bâtiment et se regrouper, et le maître d'œuvre qui, lui, est appuyé. Alors, on parle d'architecte, de maître d'œuvre. Donc, dans le cas d'un projet public tel que celui-là, hein, c'est des architectes qui signent les permis de construire et qui sont accompagnés par des bureaux d'études. Donc, tous ces acteurs sont essentiels pour poser les bases du projet. Donc, dans nos bases, on a les démarches fondamentale, donc sanitaire, puisqu'on est sur une maison de santé, on accueille du public, on accueille des gens malades, hein. Cette maison de santé, elle a été aussi un grand centre par rapport au Covid. Donc, en fait, elle était pas mal structurée justement pour parer à des périodes un peu complexes.
Environnemental, donc ça, c'est le côté, on insère un bâtiment dans un lieu qui était à côté d'un centre-ville, sur un territoire qui était une ancienne usine. Et donc, on va évidemment vérifier comment on peut construire ce bâtiment par rapport à toutes les contraintes environnementales qui sont autour de lui. Social, parce que bah, c'est un élément structurant social d'une commune rurale, hein, où on va regrouper des médecins qui servent à tout le monde et essayer aussi que ces médecins bah, s'entendent entre eux et fonctionnent entre eux. Donc, il faut que ces médecins, c'est une équipe entière, hein. On avait donc, ils n'étaient pas 16 parce qu'on a eu un podologue, il est venu, il est parti. Enfin, ça a été un peu compliqué. Mais tous ces gens étaient les acteurs qui ont suivi ce projet jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'ils ont été aussi décideurs, hein, du projet le principe constructif entre la conception, on réfléchit au projet, les dessins, tout ce qu'on va corriger, et puis bah, la réalisation qui est très importante. Et là, on va en parler. Et solidaire, pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis rentrée chez Ecobat, j'ai compris que c'était solidarité, donc insertion sociale et biosourcé. On construit les bâtiments autrement. Donc, j'ai dit à Madame le maire de l'époque, j'ai dit, bah, est-ce qu'on pourrait réfléchir à avoir aussi de l'insertion? Donc, on a travaillé avec une association d'insertion et c'est pareil, c'est aussi des acteurs qu'il faut former. Donc, en fait, on monte en compétence sur ce type de bâtiment, tout le monde, puisque tout le monde est acteur de construire le bâtiment, même si nous, les architectes et les ingénieurs, sont là pour, bah, évidemment, mettre dans les rails ce bâtiment. Alors, on va passer sur la suivante. C'est pas moi qui ai les rênes, voilà. Donc, c'était un terrain, en fait, qui était occupé par une usine, hein, qui avait une belle façade comme ça, et derrière, c'était des ateliers successifs qui ont été construits au cours du temps, et c'est devenu, en fait, comme une friche industrielle qui a été démolie avant que j'arrive. Pas dépolluée, parce qu'a priori, heureusement, il n'y avait pas de pollution, mais en fait, on était donc sur un terrain qui n'était pas complètement vierge et qu'il a fallu, en fait, terrasser. Le budget était très minimaliste, puisque monsieur le maire de l'époque, il a changé, hein. Pendant le chantier, il y a le maire qui est parti. Enfin, c'était un peu compliqué. Et c'était porté par la communauté de communes, donc par plusieurs maires et une femme, puisque c'est un projet pas mal de nanas, parce que Madame la directrice de la maison de santé, c'est une femme. Madame donc, qui est devenue maire de la commune, c'est une femme. Moi qui suis le projet, puis avec des hommes ingénieurs. Et puis Madame Déhou, qui a aussi participé à un atelier sur le chantier. Ce budget était donc minimaliste puisque Monsieur le maire nous avait dit, mais une caisse comme mon garage, c'est bien. Alors, forcément, on a fait évoluer le projet. On a été beaucoup aidé par un ABF, hein. On dit toujours que les ABF sont compliqués. Là, pas du tout. C'est l'ABF qui a sauvé le projet puisque si j'avais écouté Monsieur le maire, il n'y avait pas assez de budget pour faire mon bâtiment. Je dirais que mon bâtiment, il coûte par rapport à un bâtiment lambda, hein. Quand je dis lambda, c'est vraiment en tôle, façon garage et avec une disposition de la conception intérieure qui n'est pas formidable. On est peut-être à plus 15%. On a sorti ce bâtiment il y a 7 ans à 1800 euros hors taxe au mètre carré, hein. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais je vous assure que c'était vraiment pas cher. Et on est tout en biosourcé et on a construit en fait avec justement ce souci de dire une enveloppe complète, c'est un manteau en bois avec de la fibre de bois, avec de la laine de bois et avec en fait des éléments de masse qui étaient en fait pour la thermique en inertie, les murs que vous voyez ici, donc en banchée de béton. Alors, Madame Déhou devait faire 4 ateliers airbag qui étaient portés par l'ADEME à l'époque, et comme je la connaissais et que je l'ai intégrée d'ailleurs, elle a été formatrice, je ne crois pas qu'elle y soit encore, mais d'Ecobat. Elle a tout de suite pensé à mon projet en disant, Madame Signorin, on va faire un atelier Herbat. Alors, j'ai pas tout compris au départ, mais en fait, l'idée, c'est que tous ces acteurs que moi j'avais rassemblés, que j'avais formés pour dire ce bâtiment ne sera pas un simple garage auto en tôle, ça sera un bâtiment en bois. On n'était pas en RE 2020, hein. C'est un bâtiment neuf, mais qui n'avait pas encore la RE 2020. On était en RT 2012. Et donc, au final, on n'avait pas une réflexion sur le poids carbone. Donc, le bâtiment aujourd'hui passerait totalement en RE 2020. Pourquoi? Parce qu'il est essentiellement en bois. Et on a des murs masses intérieurs qui forment l'inertie et qui ne sont pas trop chers puisque c'est du béton. Elle m'a dit, il faut réunir tous les acteurs. Alors, les acteurs, on avait le financier, c'était le maître d'ouvrage, donc c'était les maires autour de la Comcom. L'acteur principal, bah, c'était les utilisateurs futurs, donc c'était tous les médecins et tous les soignants. Il y avait aussi des infirmiers et tout ça qui ont accompagné le projet. Il y avait évidemment les bureaux d'études et moi-même, mais il y avait surtout les contrôleurs techniques. On parle du contrôleur technique, ben, il est venu à l'atelier Herbat. Le gars qui fait du SPS, qui s'occupe de la santé, hygiène et sécurité sur le chantier, évidemment, il est intégré à ça. Et tous les artisans. Puisqu'en fait, moi, ma première pensée, ce n'était pas sur ce bâtiment. Quand j'ai commencé à construire,
Madame Deshoux nous avait expliqué, on n'avait pas de A+, à l'époque, hein. On avait du COV sur toutes les peintures et on était en glycérostalique quand j'ai démarré avec elle mes formations. Et je suis allée voir un vendeur de peinture et je lui ai dit, mais est-ce que vous pourriez me donner des peintures où là, ça serait naturel? Donc on a fait toute une recherche et ce qui fait que, en fait, dans la conception du projet et dans son écriture, hein, on a intégré tout ça. Donc Madame Deshoux n'était pas là pour m'écrire le CCTP, mais très clairement, on savait qu'on allait s'appuyer. À l'époque, c'était sur des écolabels et sur lequel on avait écrit ça. Et donc, les principaux acteurs de ça, c'est qui? C'est les peintres, c'est ceux qui collent les sols. Et au final, moi, j'ai commencé par aller les voir en leur disant, bah, écoutez, messieurs, est-ce que vous ventilez là quand vous mettez vos peintures? Alors, bah non, on a pour ouvrir la fenêtre, il fait trop chaud. Ou voilà, il y avait toujours un truc. Et ils n'avaient pas cette conscience de dire, en fait, c'est moi qui me pollue l'existence dès le départ. Donc, on a demandé à ce que tous les artisans, mais pas seulement les chefs d'équipe, que les ouvriers viennent aussi à cet atelier. Donc, cet atelier, il a eu lieu pendant le chantier au mois de juin. Et on a eu Madame Deshoux qui nous a fait tout un pitch et qui a commencé par nous dire, alors, qu'est-ce que vous faites de toutes les secondes de votre temps? euh, ben on respire. Et en fait, tout est là. Et du coup, l'architecte que je suis, les médecins qui effectivement suivent des enfants qui sont allergiques ou des gens qui ont des gros problèmes d'asthme, ben, ils sont complètement conscients de ça. Et puis l'ouvrier qui dit, bah ouais, moi je mets des peintures, mais en fait, c'est moi le premier. C'est moi le premier qui suis impacté. Donc tous ces gens, on les réunit dans le chantier. On a fait un pique-nique après et on a expliqué que tous les acteurs, c'était pas que l'architecte qui décidait ou que le financier qui payait ou que l'utilisateur qui avait quelques formations là-dessus, c'était l'ensemble des gens qui sont leurs propres acteurs pour faire évoluer ce bâtiment et lui permettre d'être ce qu'il a été aujourd'hui. Donc, ben, voilà, donc ils ont tous participé à cet atelier. On a tous parlé beaucoup de qu'est-ce que c'est des COV, hein. C'était en 2017, hein, donc on ne parlait pas encore des perturbateurs endocriniens, hein, ça vient maintenant. Et au final, je pense que ça a impacté pas mal les esprits de tous Mm. ces acteurs qui, après, bah, forcément, sont allés sur d'autres chantiers. Mm. Donc, Madame Seigneurien, je vous laisse une minute pour conclure, parce qu'après, il faudra passer la parole à Novabult. d'accord. Donc, juste pour dire que voilà les actrices, hein, c'était donc au centre, nous avons la financière, nous avons Christine Régnier, la médecin, et puis moi, donc on avait voilà, la qualité de l'air, et Madame Déhoub, bah, elle n'était pas sur la photo, mais elle n'était pas loin. Et on a eu pas mal de prix parce qu'au fond, c'était un projet juste empirique, quelque part, où on a posé des bases alors qu'elles n'étaient pas demandées ni par personne, ni par des règlements. Et on a permis en fait de faire évoluer sur une finance qui était assez réduite. Voilà, donc on a été remercié et on a eu donc le trophée bâtiment de santé avec Madame Déhoux à Paris. Et Félicitations, merci. Il y aura sans doute des questions, mais je vais passer la parole tout de suite à Antoine Burgos et Louis Charpentier de Novabult, qui pourront rebondir notamment sur ce qu'est la démarche écrin et puis présenter la démarche santé qui est portée par Novabult, santé et bâtiment. Oui, bonjour à toutes et tous et on tenait à vous remercier Gaëlle pour notre invitation, même si le programme était déjà ficelé, vu la jeunesse de la mission santé. Donc merci pour ce temps de parole que vous nous permettez. Je vais vous présenter nos Novabult dans les grandes lignes et Antoine va présenter plutôt la mission santé, sa spécificité, dont la démarche écrin. Euh, Hop là. Donc, du coup, Novabuild, c'est une association, en quelques mots, hein. Novabuild, c'est une association qui fédère et qui va mobiliser tous les acteurs autour de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en région Pays de la Loire. Et Novabuild a deux rôles avec ces acteurs qu'elle mobilise. C'est de conduire euh, vers un changement des mentalités de ces acteurs-là qui va elle-même conduire au changement des pratiques. Donc Novabud, aujourd'hui, c'est environ 450 adhérents en région Pays de Loire. Et les enjeux, ça va être de les confronter aux enjeux climatiques qui sont les nôtres, bien au-delà du secteur de la construction. Les objectifs de Novabin s'articulent autour des A2BCS. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais les objectifs, c'est d'atténuer l'impact de ce secteur sur le changement climatique, d'adapter aussi ce secteur au changement climatique puisqu'il arrive sur nous. Ça va être de conserver la biodiversité ou de la réintroduire également, de tendre vers la circularité des ressources
et dans un souci global, enfin de santé globale, bien sûr, pour les humains. Et les actions, plus précisément, ça va être tout ce qui va être sourcing, mise en réseau, appui à l'innovation et l'accompagnement aux nouvelles pratiques. Et le champ d'action de Novabuild se passe autour de 8 thématiques assez globales. Le champ d'intervention va y avoir le faire ensemble, faire avec l'existant, l'innovation low-tech plutôt, le faire circulaire, prendre soin du vivant, faire local, renouvelable, décarboné, et bien sûr prendre soin des humains, la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, dans ce cadre de cette thématique de prendre soin des humains, il y a eu la création de la mission santé durable, dont laquelle Antoine et moi, nous sommes les référents chez Novabuild, qui est le fruit d'un AMI, appel à manifestation d'intérêt, entre l'ARSP de la Loire et du coup Novabuild, notre structure. L'objectif, ça va être d'adapter au dérèglement climatique sans oublier, bien sûr, l'humain au travers de sa santé, de son confort, mais aussi d'habiter un territoire qui va être résilient et pensé pour les usagers. Et aujourd'hui, la réglementation ne permet pas une prise en compte globale ou en tout cas de pousser vers des nouveaux modes de faire, des nouveaux modes d'action. Donc là, l'objectif de Novabuild, c'est d'accompagner l'engagement volontaire déjà de ses adhérents et des acteurs de la construction globale sur ces questions-là. Je vais laisser la main à Antoine, du coup. Hop. Merci. Alors du coup, cet AMI, il est déployé en lien avec le PRSE 4 et il comporte deux objectifs principaux. Un premier objectif qui est de susciter une montée en compétences sur le thème de l'immobilier durable des établissements de santé au sens large. D'un côté, ça passe par la sensibilisation des établissements aux pratiques et enjeux de la construction durable, et puis de l'autre, une meilleure compréhension des enjeux et fonctionnements des établissements par les acteurs de la construction durable, que ce soit des AMO, c'est des acronymes dont on a parlé tout à l'heure, des AMO, des concepteurs, des architectes, qui composent en partie les adhérents de Novabuild. Le but, là, c'est vraiment d'améliorer l'accompagnement dont les établissements ont besoin dans le cadre de leur investissement immobilier. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif de l'AMI, pour le résumer très globalement, c'est la promotion d'une approche globale des facteurs contribuant à des bâtiments plus favorables à la santé. Donc c'est un petit peu avant. Plus favorables à la santé, notamment par le déploiement de la démarche éteinte. Donc, pour ça, deux actions. Une première action qui est d'accompagner les acteurs de la santé sur le champ du bâtiment durable au travers de trois axes principaux. Accompagner vers une meilleure connaissance croisée des maîtrises d'ouvrage des établissements et puis des acteurs de la construction durable. Donc, vraiment, ces deux mondes-là se comprennent mieux et travaillent mieux ensemble. Donc, ça, nos actions, ça va passer par des webinaires, des réunions d'expertise collective, des accompagnements individuels de projets. Un axe de rencontrer et faire se rencontrer les acteurs du collectif Santé Durable. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de construire un collectif Santé Durable. Alors là, c'est le terme qui est employé, mais il va être amené à changer, qui sera constitué de porteurs de projets, donc d'établissements, et d'acteurs de la construction durable pour qu'ils arrivent à travailler ensemble sur des thématiques, sur des projets en particulier. Et puis enfin, nourrir les connaissances, les réflexions, les expériences. Ça passera par de la veille, des visites de bâtiments ou alors la participation à la rédaction de cahiers des charges PAI. Ça, c'est un petit peu plus spécifique. L'action 2, c'est engager la démarche ERCRIN en Pays de la Loire. Cette action va passer par la promotion et la sensibilisation à la santé environnementale en lien avec le PRSE 4, donc une vision un petit peu plus large, puisque sans compréhension de la santé environnementale, ça peut être compliqué de comprendre la démarche ERCRIN. Animer la démarche ERCRIN sur le territoire et promouvoir la démarche par des suivis de projets, puisque Novabuild sera ambassadeur ERCRIN sur le territoire, par des webinaires, des ateliers, et puis se projeter sur l'avenir de la démarche et son intégration dans un contexte évolutif, donc avec de la veille, des groupes de travail, de la coordination nationale. Donc, je vais faire un petit nota sur la démarche ERCRIN. La démarche ERCRIN, donc, engagement à construire responsable pour un air intérieur sain. La démarche, c'est une démarche portée par l'ADEME et créée principalement par l'ADEME et 3 cabinets spécialistes de la santé environnementale adaptés au bâtiment. C'est l'aboutissement de plusieurs autres études et outils développés sur ces thématiques, notamment la méthode Ishakai et la méthode Manager, pour ceux qui connaissent. Elle est portée au niveau national et elle fait le lien entre les dispositions législatives, donc les règlements, les normes, et l'encadrement terrain. La démarche ERCRIN, c'est une démarche qui est centrée sur la qualité de l'air intérieur, la QAI, avec une approche préventive de la santé dans le bâtiment. Outre le fait de garantir une prise en compte précise de la qualité de l'air intérieur dans le projet, elle a une vraie particularité par rapport à ce qui existe, notamment sur la sensibilisation en phase chantier de l'ensemble des acteurs,
et une objectivation, une vérification des démarches par des mesures après livraison. Donc, je passe un petit peu rapidement, mais vous pourrez retrouver cette présentation, comme le disait Gaël, après le webinaire. Elle est adaptée à tout type de bâtiments, santé, médico-sociaux, petite enfance, et tout type de projet, neuf, rénovation, extension. Elle se détaille dans chacune des étapes d'un projet, depuis la programmation jusqu'à un hiver après la livraison. Il y a des actions tout au long. Et puis, elle vise à limiter durablement les émissions de polluants à la source et pérenniser la qualité des ambiances intérieures. Hop, voilà, je vous remercie. Et puis, vous avez donc dans cette présentation nos contacts pour toute question ou demande de complément. Merci. Merci beaucoup. La mission pour vous trois n'était pas facile, hein. Vous aviez peu de temps. Donc, Essayez d'être merci le d'avoir plus joué le clair jeu. et concis possible. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Par rapport à la première série, je vois pas de nouvelles questions qui arrivent. Euh, si, j'ai une nouvelle question qui vient d'arriver. Je la lise? Oui, je veux bien, merci, Yann. Alors, bonjour, je travaille en crèche. Nous utilisons un désinfectant détergent. Au vu de l'étude canadienne, ne faut-il pas mieux oublier la partie désinfectante pour favoriser le label EcoCert plus simple à trouver sur les produits uniquement détergents? Faut-il faire valider par nos PMI? Ah ah. Donc là, ça ouvre la voie à un webinaire complet sur le sujet qu'on a déjà évoqué par Mm, ailleurs, mais et un travail qu'on fait aussi effectivement sur le nettoyage et la désinfection des établissements, avec des vraies révolutions. Effectivement, aujourd'hui, hein, on peut dire qu'effectivement, il y a un guide dédié hein, que vous retrouvez sur le même site qui s'appelle mm. Roco Crèche 3, qui est dédié à ça. Il y a un guide de la Fédération des entreprises de propreté et il y a un guide d'une autre association qui s'appelle l'APA. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous dans le même sens. Et je vais paraphraser ce que dit Fabien Schinazi, qui est quand même une référence du sujet de la santé environnementale en France et qui est président de la commission environnement du Haut Conseil de santé publique, qui dit le nettoyage, c'est l'usage, la désinfection, l'exception. C'est vraiment arrêter de tout désinfecter. C'est une catastrophe pour l'environnement, pour Mm. la résistance des bactéries. Enfin, bon, il y a vraiment à utiliser des produits extrêmement simples. Effectivement, le label EcoCert, c'est la bonne solution. La désinfection doit être ciblée et vraiment réservée à certaines situations. Il y a des méthodes mécaniques qui marchent très bien maintenant. L'objectif, c'est d'avoir une excellente propreté visuelle. Elle va déjà faire assurer une limitation de la pollution, puisque les polluants se posent dans les poussières. Donc une crèche ou une structure propre, c'est une crèche où il y a une structure où il n'y a pas de poussière et dans les poussières, il y a des polluants. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est très simple ce que je viens de dire. Ça fait quand même l'objet d'un guide qui fait 80 pages, mais en gros, c'est ça. Mm. Merci. Moi, j'avais une petite question. Alors, je pense que c'est pour vous cinq. Vous n'allez pas pouvoir y répondre dans le détail, mais justement, un cahier des charges qui prend en compte la qualité de l'air intérieur. Donc, voilà, tout peut être accompagné et tout, mais donc Sophie, vous disiez que vous aviez une demi-page là pour votre projet, mais en gros, c'est un niveau de détail très fort. J'ai un peu de mal à voir où c'est, voilà, sans rentrer dans le cahier des charges parfait, mais c'est quoi le niveau de détail qu'il faut pour se dire, OK, on a un cahier des charges où on a bien pris en compte la qualité de l'air intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Elle est peut-être trop pointue, trop dépendante du projet. Non, 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 c'est-à-dire que le projet, il a plein de phases et que la phase ultime du projet, c'est le DCE, hein. Anne Fourcade en parlait. Le DCE, il décrit mot à mot, chaque entreprise doit répondre sur un devis à une prestation qui est celle-là. Donc, eh bien, l'impact, quand on parle de qualité de l'air, ben, il va être lié plutôt aux peintres, Hmm. aux gens qui posent des sols, aux carreleurs, et il est forcément lié à celui qui s'occupe de la ventilation. Et à ce moment-là, la ventilation, ben, c'est mon ingénieur. Donc, si vous voulez, tous ces gens doivent être vraiment complètement conscients qu'ils apportent un plus au bâtiment, mais à la base, il faut que ça soit aussi le maître d'ouvrage. Alors nous, on est force de proposition, hein. Moi, dans le cas du projet que je vous ai présenté, il n'y avait aucune demande au final. Ils avaient juste un budget et ils avaient mis des surfaces à côté. Ils essayaient de contenir les médecins qui ne savaient pas trop s'ils allaient se regrouper. Donc c'était ça le projet.
Après, moi, j'ai ajouté toute mon expérience en disant, bah, ce que j'ai fait en crèche, je vais l'adopter là, dans une maison de santé. Et du coup, je monte en compétence quelque part le maître d'ouvrage parce que lui, il n'est pas conscient de tout ça. Et c'est pour ça que bah, Ecobat m'y a aidé un petit peu parce qu'on a fait un rendez-vous spécifique avec le maître d'ouvrage à qui on demandait de mettre un peu plus d'argent pour aller juste sur des peintures minérales, on a mis du fermacell, on n'a pas mis du placo. On a parlé de la perspirance des parois parce que c'est un vrai sujet, hein, c'est la thermique, la qualité de l'air, les ventilations, la double flux, le Mm. nettoyage, la vérification des réseaux en fin de chantier. Et quand on dit que les acteurs, ils vont jusqu'aux artisans, c'est qu'il faut que l'artisan qui pose les isolants ou celui qui fait les peintures, il soit conscient aussi qu'il est acteur de ça. Donc, ce fil conducteur, il doit être écrit au départ. Et d'ailleurs, c'est le travail d'un assistant maîtrise d'ouvrage, hein, c'est d'accompagner un maire ou n'importe quel maître d'ouvrage public. Et les bailleurs sociaux en font partie, mais eux, ils ont juste des difficultés, c'est financières, hein, à chaque fois, et ils ne sont pas forcément adhérés à tout ça. Mais par exemple, quand j'accompagne un privé, je dis, bah, la première chose, vous avez que cet argent, mais on va mettre à fond, c'est les chambres des enfants. Hein, les chambres des enfants, on va vraiment les regarder, puisque combien d'heures et combien d'années je passe à dormir, et quand c'est un gamin, ou voilà, donc en fait, on forme les gens à leur dire et à leur faire écrire quelque chose, et Mm. derrière, à les faire adhérer à ça. Mm. Et l'écriture finale, je vous dis, c'est le DCE. Et l'écriture et l'objectif doit être atteint à partir du moment où, pendant le chantier, il y a des vérifications partout. Et ça, c'est ce qui n'est pas fait, hein, parce qu'aujourd'hui, les architectes sont payés, mais pas à grand-chose. Le chantier leur fait perdre des heures, pas possible, parce qu'il faut y passer, il faut que les gens soient structurés pour en faire. On ne choisit pas nos artisans. Et quand Maxime dit qu'il faut choisir les locaux, c'est évident, même si ce n'est pas écrit dans la règle. Il faut que tous ces gens en plus, on puisse les manager et on ait confiance. C'est un Mm. rapport de confiance. Et tout ce que vous avez écrit, tous les guides que vous faites, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si sur le chantier, il n'y a pas un management là-dessus, ça ne marche pas. Mm. Donc, il faut Ok. des gens qui adhèrent et les premiers à adhérer, c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre, hein. Mm. Voilà. Maxime, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste, en fait, la phase de DCE, elle est écrite par les différents architectes, maîtres d'œuvre, donc ça par des experts qui ont une mission. Ça reste important qu'il y ait le cahier des charges de consultation des différents intervenants, notamment architectes, maîtres d'œuvre, assistants à maîtrise d'ouvrage, en fait, ce soit clairement affiché dès le départ, qu'il y ait des moyens aussi mis en face, hein, de se dire, bah, on veut la qualité de l'herbe, on va être prêt à payer une mission spécifique pour ça. Et éviter en fait le petit hasard bah, que Sophie elle a eu et qu'on voit encore, c'est qu'il y a des maîtrises d'ouvrage qui disent, moi j'ai besoin d'un équipement à telle date, point, avec tel budget. Mm. Et bah, la chance qu'on a pu avoir dans le réseau, c'est qu'il y a des beaux projets qui sont sortis parce que poussés par l'architecte, par les entreprises en disant, bah, allez, on va pousser un peu vos propres curseurs. Mais l'idée, c'est que ce soit plus la proposition des intervenants, mais bien la demande de la maîtrise d'ouvrage. Mm. Donc, c'est pas un énorme cahier des charges à écrire, c'est Mm. déjà de dire à la fin, je veux que sur mon chantier, il Mm. y ait ça, 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 Mm. ça. Et donc, forcément, d'accepter de payer aussi des compétences pour ça. Voilà. Donc, Ok. c'est pas forcément d'écrire des kilomètres de cahier des charges au départ, mais que ce soit au moins posé, assumé, clairement affiché et pas revu en route. Parce qu'on a aussi le cas inverse, j'ai besoin d'une crèche pour telle date à tel budget, le projet démarre, et puis on avance, et puis au bout d'un moment, ah mais au fait, il faudrait qu'on fasse vachement attention à tel sujet, et c'est là où ça commence à poser problème, c'est quand on vient corriger les règles du jeu alors que le jeu a déjà démarré, quoi. Voilà. Ok. Donc, Merci il faut le Maxime. faire Je très vais, tôt. pardon, ouais. Nous avons dépassé, donc je vais laisser un mot de conclusion ou pour rebondir là-dessus à la fois à Louise et Antoine et puis à Anne, si vous voulez réagir ou rajouter un point essentiel. Non, bah, une réaction très courte, hein. On est complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Sophie et Maxime. En effet, le cahier des charges, c'est important, mais la sensibilisation des acteurs et la compréhension des enjeux par les acteurs, c'est essentiel. Hmm. D'une part, pour avoir un cahier des charges de qualité, mais aussi pour justement, comme le disait Maxime, pour qu'il n'y ait pas un changement de décision dans la vie du projet, parce qu'on a mal compris certains enjeux ou certains éléments. Donc c'est essentiel voilà, de se sensibiliser et puis de s'assurer que les personnes avec qui on va intervenir aient une sensibilisation aussi sur ces thématiques-là. Merci.
Bah, je crois que tout a été dit. Je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit et je ne peux que valider les trois interventions précédentes. Donc, je crois qu'on va pouvoir libérer nos C'est ça. en Et ligne. je vous remercie à chacun d'entre vous. Il y aura donc un replay avec vos supports d'intervention, les contacts, justement, si vous voulez prolonger ou solliciter des expertises. Et puis, je vous souhaite à tous un bon appétit et encore grand merci à vous.